Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir des titres. La presse sénégalaise en deuil, le journaliste formateur Mamles Camara n'est plus. Avec sa disparition, la corporation perd l'un de ses plus dignes et fidèles serviteurs selon Momodou Koumé, pluie d'hommage à l'endroit d'un monument de la presse sénégalaise. Le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire réclame la mise en œuvre intégrale des accords signés avec l'État du Sénégal. Selon ses membres, des professeurs attendent toujours d'être édifiés sur leur formation. Votre rubrique Portrait du jour s'intéresse au coordinateur du programme national de lutte contre le paludisme. La blouse blanche a bâti sa carrière dans le sud du pays, Matam, Kédougou, Kaolack, des régions qu'il a bien connues. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. La presse sénégalaise endeuillée. Mamles Camara a tiré sa révérence ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Le défunt était malade depuis quelque temps. Avec sa disparition, la corporation perd l'un de ses plus dignes et fidèles serviteurs, selon le journaliste Momodou Koumé. L'ancien directeur de l'agence presse sénégalaise avait guidé les pas de Mamles Camara en tant que formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI. Je propose d'ailleurs d'écouter son témoignage. Je voudrais d'abord m'incliner devant sa mémoire, prier pour lui et présenter mes condoléances à sa famille. Mamles, moi j'ai connu surtout le formateur au CESTI, parce que moi j'étais responsable de la pédagogie quand nous l'avons appelé. Le directeur du CESTI à l'époque, M. Oumar Diagne, qui est à son âme, nous l'avons appelé pour la formation des étudiants du CESTI en radio. Alors, Mamles a été un formateur modèle, un formateur apprécié par ses étudiants, quelqu'un véritablement qui était positif, un homme positif, vraiment dans le sens plein du mot, disponible, courtois, généreux, professionnel. Voilà brièvement le témoignage que j'ai de cet homme. Son décès, c'est une grande perte d'abord pour sa famille, pour la presse du Sénégal. Mamles Camara a été plus qu'un simple formateur pour beaucoup de journalistes comme Babacar Fall, le directeur de la rédaction de la radio Futur Média, se dit chanceux de l'avoir côtoyé à maintes reprises, notamment à ses débuts à Envie FM. Il retient de l'homme sa dignité et sa générosité. Je propose d'écouter son message. Mamles Camara, c'est le modèle abouti de journaliste sur le plan professionnel, intellectuel, moral. C'est d'une générosité. Voilà, beaucoup parmi ma génération ont eu leur premier emploi avec Mamles Camara, et même les générations qui nous ont précédés. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de le côtoyer dans les rédactions. J'ai beaucoup de chance parce que quand on est jeune journaliste, on côtoie quelqu'un comme Mamles Camara, Mamoudi Brakan, Alassane Samba Diop, Hassan Gueye, Yorodia, Ali Ndiaye. C'est une grosse chance pour moi. Il était mon directeur à Environnement FM, c'était pas évident, cette radio thématique à l'époque. En 2002, je suis resté avec lui. Ensuite, mon formateur radio en 3e année au CESTI. Sa dignité, il est très digne, sa dignité, c'est encore un cas d'école pour nous. Et voilà. Le chef de l'État, Macky Sall, a également réagi suite au décès du journaliste formateur Mamles Camara. Dans un tweet, le chef de l'État affirme, je cite, « C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris le décès de Mamles Camara, journaliste, enseignant, formateur, grand éditorialiste et chroniqueur. Mamles a été un modèle pour des générations de journalistes. Je salue la mémoire d'un seigneur de la plume et du verbe, un homme bon, intègre et généreux à sa famille, ainsi qu'à la presse sénégalaise. Je présente mes condoléances émues. » Fin de citation.
Par ma voix, le groupe Immédiat Invest présente ses condoléances à sa famille, mais également toute la presse sénégalaise. 9 tirailleurs sénégalais qui ont combattu auprès de l'armée française en Algérie, en Indochine, sont rentrés définitivement au Sénégal. Ces anciens combattants étaient accompagnés par des autorités françaises et des membres de l'association pour la mémoire et l'histoire des Sénégalais. Ils ont été accueillis par le ministre des Forces armées. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Muntaga Khan et Mamadou Ba. C'est vers 17h que les 8 tirailleurs sont descendus de l'avion. Le seul signe qui montre qu'ils ont été de braves et vigoureux soldats reste les médailles qu'ils arborent fièrement, mais qui masquent mal les marques du temps qui leur ont tout pris. Dans le bus qui les acheminait au salon d'honneur, Ousmane Sagna revient ici sur leurs principales préoccupations. On faisait 6 mois en France et 6 mois au Sénégal. Quand on faisait plus de 6 mois, prestations familiales nous coupaient les allocations. Grâce à la levée de boucliers de l'Association pour la mémoire et l'histoire des Sénégalais, la situation s'est beaucoup améliorée. Et aujourd'hui, à 95 ans, il fallait arrêter. Il fallait que ça cesse. Donc on a décidé de mener ce combat et grâce à Dieu, on a obtenu gain de cause aujourd'hui. Les autorités françaises qui ont stabilisé les pensions rassurent. Tout a été fait grâce au président Macron. Leur pension est maintenue, toutes les aides qu'ils percevaient sont maintenues et nous nous assurons, nous, encore à l'office en France, qu'il n'y a aucun problème et si ils rencontraient le moindre problème, ils pourraient nous solliciter. Yoro Diaw, qui est âgé de 95 ans, donne une leçon de morale aux jeunes générations qu'il incite à faire preuve de beaucoup de courage comme il a eu à le faire à la fleur de l'âge. Au premier recrutement, j'avais Quand 19 je me ans. suis présenté pour me faire enrôler dans l'armée française en 1947, j'avais 19 ans. On me fit savoir que j'étais trop frêle. Je me suis dit, alors, comme j'y tenais, il me faut apprendre un bon métier. Un jeune doit être courageux. Quand je suis revenu avec mon diplôme d'infirmier, ils m'ont enrôlé aussitôt. Ils m'emmenèrent en Indochine. Ces braves tirailleurs qui sont au crépuscule de leur élogieuse vie rentre au moment où le Sénégal cherche à sortir du tourbillon sociopolitique qui l'étreint. Muntaga Khan, le président de la République, se félicite du retour définitif des 9 tirailleurs sénégalais. Il se réjouit de la possibilité qui leur est offerte de continuer à percevoir leur pension retraite sans être contraints séjourner au moins 6 mois par an en France pour le chef de l'État. Il s'agit donc d'une réparation, d'une injustice longtemps infligée aux anciens combattants. Les 9 tirailleurs ont été élevés au grade de la dignité, le grade d'officier de l'ordre national du Lion, le chef de l'État que nous écoutons. En vous recevant dès votre retour, j'ai tenu à vous élever au nom de la nation à la dignité de grand officier dans l'ordre national du Lion et de grand croix. Le colonel Dieng, qui avait déjà gravi tous les échelons de l'ordre national du Lion, et à rendre hommage à tous vos frères d'armes, vivants et défunts. Cette cérémonie est donc un exercice de mémoire en reconnaissance des sacrifices immenses de tous nos anciens combattants pour la défense de la liberté. Elle est aussi un rappel de la longue série d'injustices contre les tirailleurs. Sous les fracas des bombes et dans des paysages étrangers, les tirailleurs ont été de tous les combats, de tous les fronts, de toutes les tranchées. Vous venez de nous en donner un aperçu, cher doyen Diaw. Les tirailleurs étaient de la bataille des Marais, de Saint-Gonde, de celle de Picardie et d'Artois. Ils étaient des combats de Champagne et de Perpignan, des Dardanelles, de Verdun. Ils étaient au front
de la Somme, d'Argonne, de Normandie, du chemin des Dames, de Toulon, de Dunkerque, de Saint-Michel, mais également, vous l'avez rappelé, d'Indochine, d'Algérie, et j'en passe. En politique, les députés membres de la coalition Yewwi Askan Wi annoncent la mise en place de la haute cour de justice. Ces derniers fustigent le rejet des projets de loi qu'ils avaient soumis à l'Assemblée nationale, notamment la criminalisation de l'homosexualité. Entre autres, Abba Mbaye, député membre de la coalition Yewwi Askan Wi, que je vous propose d'écouter. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avait demandé, à la suite du rapport de la Cour des comptes sur la COVID-19, que l'Assemblée se mette aux normes, c'est-à-dire la mise en place de la haute cour de justice. Le bureau de l'Assemblée a validé cette demande et à l'insistance de notre groupe politique APE, dès la prochaine session, sur proposition des groupes parlementaires, la haute cour de justice sera mise en place. Nous avions sur la table plusieurs propositions de loi. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est qu'on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Et enfin, il y avait la proposition de loi concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante. Nous nous sommes ensuite penchés sur les demandes de commission d'enquête. Le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat en amont. Le ministre conseiller du président de la République, Mankeur Ndiaye, soutient l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Il salue également la démarche de certains acteurs qui ont répondu favorablement à cet appel. Il invite tous les acteurs politiques au dialogue pour aller, dit-il, vers des élections libres et apaisées. Je propose de l'écouter. Il est ici au micro de Khadija Ndat Diouf et de Sidignon. Surtout, soutenir l'appel au dialogue lancé par le président, appel auquel certains acteurs politiques importants ont répondu, ont commencé à répondre. Je crois que c'est la perspective aujourd'hui la plus importante pour aller vers des élections libres, démocratiques et apaisées. Je pense que ce dialogue devrait se tenir le plus rapidement possible avec tous les acteurs, avec toutes les forces vives comme le souhaite le président de la République pour apaiser le climat politique et créer les conditions d'un processus électoral apaisé et inclusif. Donc, nous je félicite déjà le fait que certains acteurs comme Khalifa Sall aient répondu favorablement au dialogue. Je viens de lire également que le Parti démocratique sénégalais a répondu favorablement au dialogue et j'invite les autres acteurs politiques, qui sont tous mes amis, à répondre favorablement au dialogue proposé par le président. Chacun viendra avec ses propositions, avec sa feuille de route. Mais il y a beaucoup de questions sur lesquelles le débat peut s'instaurer. Comme le président l'a dit, la question du parrainage, c'est une question importante pour tous les acteurs politiques. Et d'autres questions également liées un peu à l'organisation des élections du 25 février 2024. Mankeur Ndiaye s'exprimer donc en marge du congrès du PIT. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons en éducation à présent. Les enseignants membres du syndicat autonome, les enseignants du moyen secondaire réclament la mise en œuvre intégrale des accords signés avec l'État du Sénégal. Ces derniers plaident également pour les enseignants décisionnaires, les professeurs qui attendent d'être édifiés sur leur formation. Ils dénoncent des ponctions constatées sur leur salaire. Et là, Malik Youm est le secrétaire général du SAEMS. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, il y a des travailleurs qu'on appelle des enseignants qui sont dans des corporations particulières et qui ne peuvent plus continuer à souffrir de cette situation. Je veux parler notamment des décisionnaires qui attendent toujours
Je veux parler également, mais des camarades professeurs qui doivent bénéficier d'une formation à la FASTEF qui continue toujours de trinquer. Et vous y ajoutez également ce qu'on appelle les chargés de cours. Vous avez également ceux qui sont des demandeurs de mise en position de stage. Et vous avez enfin les enseignants issus du recrutement spécial des 5000 enseignants qui sont tous des collègues qui attendent leur formation. Et vous y ajoutez aussi des questions sur lesquelles le gouvernement refuse d'apporter des réponses pragmatiques, notamment en ce qui concerne les parcelles qui doivent être octroyées aux enseignants. En plus maintenant de cette question qui devient lancinante, qui est la question des prêts DMC. Nous pensons que face à cette situation, nous avons lancé un plan d'action d'alerte et nous avons été surpris même de constater quand même l'irresponsabilité du gouvernement, surtout à travers l'action, mais de monsieur le ministre de l'Éducation et le ministre de la Fonction publique, ainsi que le ministre des Finances, qui se sont permis de faire des prélèvements injustifiés sur les salaires des enseignants à la fin du mois de mars. Cela est inacceptable et nous sommes en train de nous réunir et nous allons vraiment impulser la réflexion autour de ces questions pour apporter une riposte qui sera à la hauteur de l'acte qu'ils ont posé. Retenez que ces enseignants veulent également une convocation immédiate du comité de suivi des accords. Selon eux, depuis 2022, il n'y a pas eu de prise de service du comité. Ils se sont également prononcés sur la fête du travail prévue ce 1er mai. Pour ces syndicalistes, la fête se présente sous des auspices sombres avec un passif social très lourd. Nous allons y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Aux signatures d'une convention partenariat entre l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises du Sénégal et le Fonds africain de garantie et de coopération économique, c'est pour sécuriser les petites et moyennes entreprises et pour assurer les financements massifs. L'ADPME va ouvrir un guichet unique de financement des PME au mois de mai prochain. Idrissa Diabira est le directeur général de l'ADPME et Ngeto Tirena Yamba, le directeur général du FAGAS. Ils ont ici un micro signé. C'est imminent et ça s'inscrit éminemment dans la mise en place du guichet unique de financement. Le guichet unique de financement, c'est quoi? La mise en relation de l'ensemble des acteurs de la chaîne de financement des PME. Donc les PME, les cabinets de conseil, les experts comptables, les chambres de commerce, les SAE et bien évidemment les institutions financières. Faire en sorte que chacun puisse se comprendre, connaître les conditions pour que les entreprises puissent accéder au financement qui leur correspondent, que les institutions financières puissent communiquer, construire les offres de financement qui correspondent aux PME. Depuis 2 ans, avec l'appui de la coopération technique allemande, nous sommes à pied d'œuvre sur ce projet. Le mois prochain se lancera le guichet unique de financement des PME et dans le courant de la 3e édition du Forum de la PME sénégalaise au courant du mois de juin, nous aurons l'occasion d'aborder toutes les questions qui sont liées à l'accès au financement et en particulier le fait de pouvoir compter sur des institutions de garantie panafricaines pour nous aider à développer encore plus le financement des petites et moyennes entreprises. Je confirme que l'ADPME et le FAGAS sont en train de construire quelque chose de nouveau dans l'écosystème des PME en Afrique et des institutions de financement et de développement. Le FAGAS, qui est une institution panafricaine de financement, participe à la stratégie de promotion des PME au Sénégal et ainsi que dans tous les pays africains. Nous travaillons avec l'ADPME pour pouvoir accompagner également les PME et les banques qui soutiennent les PME pour que les PME contribuent davantage, de manière accélérée, à la création de la richesse au Sénégal et également que les réussites du Sénégal soient un modèle également pour les autres pays africains. Le Sénégal bouge, mais le Sénégal bouge avec les PME et ses banques qui travaillent avec l'ADPME et le FAGAS pour trouver des solutions innovantes, des solutions adaptées aux besoins des PME en Afrique. Je pense que ce que nous sommes en train de mettre en place n'est pas encore très connu, n'est pas encore enseigné dans les grandes écoles et les universités. Et je pense que l'Afrique doit bouger avec l'ADPME et le FAGAS et nous devons être la tête de proue
pour que nos banques soient vraiment au service des PME et de l'économie. Et le FAGAS est dans son rôle de servir les PME à travers la DPME et CEP. Donc voilà, je me félicite de ma présence ici. Et je pense que ça va se continuer. En juin, nous serons encore là pour pouvoir organiser un grand événement pour les PME au Sénégal. Le promogème programme de modernisation et de gestion des marchés signe une convention avec la municipalité de Sakal. C'est pour moderniser le marché de Sakal d'un coût de 3,7 milliards de francs CFA. Les travaux ne vont pas dépasser les 6 mois. Sekou Diallo et Kharacham pour le compte rendu. Pour acter la signature de la convention entre la commune de Sakal et Promogem, la coordinatrice du dit programme était à Sakal. C'est dans le cadre de la modernisation des marchés. Yaï Fatou Diagne, coordinatrice nationale du programme de modernisation et gestion des marchés. Après le lancement de ce programme, le maire de Sakal fait partie des premiers qui sont venus pour en bénéficier. Et aujourd'hui, après avoir reçu la convention et l'étudier, il nous a appelés pour nous dire que nous pouvons venir pour qu'on signe cette convention. Et après cette signature, nous pouvons démarrer les travaux de modernisation et de sécurisation de marché à Sakal. Nous avons aussi en charge d'aller chercher des fonds. Ce programme va permettre à la commune de Sakal d'avoir un marché qui répond à tous les critères de la modernité. Les conditions de sécurité, parce que la modernisation inclut la sécurité, l'entretien, la salubrité, et tous les paramètres annexes qui vont avec. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Ce sera un bijou vraiment qui sera aux normes internationales. Les populations et la municipalité vont toutes bénéficier de façon positive de ce programme. Ousmane Sakaldian est le maire de Sakal. Ce marché-là sera une aubaine pour avoir des ressources qui vont nous aider à traduire en acte, en projet, toutes les idées que nous avons dans notre territoire. Je pense qu'il est important que les populations de la commune s'approprient ce projet, mais également comprennent que quand on parle de modernité, il y a également toute une attitude, tout un comportement à adopter. Je pense qu'il est important que les populations de la commune s'approprient ce projet, mais également comprennent que quand on parle de modernité, il y a également toute une attitude, tout un comportement à adopter. Vous l'aurez compris, place à présent votre rubrique Portrait du jour. Votre rubrique Portrait du jour s'intéresse à une blouse blanche engagée dans la lutte contre le paludisme. Âgé de 56 ans, Doudou Sène a bâti sa carrière dans le sud du pays. Le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme est passé par plusieurs régions, Matam, Kédougou et Kaolack, Mamsene Babou et Seleman Diallo. C'est entre Kédougou, Kaolack et Matam qu'il a bâti les bases de sa carrière dans des conditions difficiles. Il est à la tête du programme national de lutte contre le paludisme. Le commandant du bataillon contre l'anophèle femelle est natif de Grand Dakar. Il effectue ses premiers pas dans la médecine à Kédougou. Doué et passionné, il gravit très vite les échelons. De médecin-chef adjoint du district sanitaire en passant par médecin-chef de district, il devient finalement le médecin-chef de région. Et quand je suis allé à la direction des ressources humaines du ministère de la Santé, il m'a demandé où est-ce que tu voulais aller. Je lui ai dit que je vais aller à Kédougou. Il dit non, Kédougou, pourquoi à Kédougou? Maintenant, c'est juste parce qu'il paraît que les médecins ne veulent pas aller là-bas. Mais je n'ai pas regretté parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience sur le terrain et ça m'a permis vraiment de connaître en réalité l'intérieur du pays et les difficultés. Le circuit que je vous ai expliqué tout à l'heure, 11 ans à Kédougou, 2 ans à Matam et 2 ans au niveau du centre du pays, notamment à Kaolack, te permet de connaître les difficultés que rencontrent les populations sénégalaises et donc d'être mieux au service de cette population. La médecine et lui, une longue histoire d'amour, sauver des vies et la passion du doctorant en santé publique. Bon, c'est parce que c'est parfois par amour pour rendre service à notre pays. J'aimais bien prendre des soins. Je me rappelle, il y a un de nos oncles qui me disait que quand j'étais plus petit, je prenais des brindilles de balai pour faire
semblant de faire des piqûres. Et c'est lui qui m'a appelé pour la première fois, j'avais 10, 11 ans comme ça, il m'a appelé docteur. Donc c'est peut-être la volonté divine, mais également cet amour que nous avons pour servir également notre nation. Depuis 5 ans, il est à la tête du programme national de lutte contre le paludisme. Des avancées significatives ont été enregistrées sous sa houlette. Et dans les années 2000, ici au Sénégal, vous voyez, il y avait énormément de cas de paludisme pendant les périodes d'hivernage. Aujourd'hui, le palu a beaucoup reculé jusqu'à ce que le Sénégal puisse espérer atteindre l'élimination du paludisme. Notre séjour pendant les 5 ans ici nous a permis quand même d'apporter notre contribution au maximum pour que cet objectif de l'élimination du paludisme soit atteint à l'horizon 2030. Les médecins qui évitent de servir en dehors de la capitale, ce conseil est pour vous. Mais faudra remarquer qu'effectivement, c'est une réalité qui est là. Il y a beaucoup de jeunes médecins qui veulent tout le temps rester à Dakar, mais je leur conseille fortement de servir leur pays un peu partout. Ne pas se précipiter, parce que le fait d'aller à l'intérieur du Sénégal te permet d'acquérir une très grande expérience. Non seulement d'avoir la main pour prendre en charge correctement tous les types de pathologies possibles que vous pouvez imaginer, mais également de connaître le pays. Docteur Doudou Sène, c'est le professionnalisme, l'humain et l'affable, témoigne son collègue. C'était en 2009 que je l'ai connu. Il était encore à Kédougou comme médecin-chef de région. Donc depuis lors, on a travaillé. C'est quelqu'un quand même qui est très rigoureux dans le travail, mais qui est très humaniste aussi. Donc nous autres quand même qui avons eu l'occasion de travailler avec lui, donc on sait que c'est quelqu'un quand même qui est très déterminé dans le travail. La médecine oui, mais la politique également. Docteur Doudou Sène enlève parfois sa blouse blanche pour enfiler celle marron beige de la paire. Quand il n'est pas en service, ne le cherchez pas loin. Soit il joue au Scrabble, soit il écoute les rassidas de son guide religieux, Cheikh Ahmadou Bamba. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.